Une façon un peu naïve et fausse qui a été celle des 20 premières années, ça a été de considérer qu'on était tous ensemble pour sauver la planète et qu'on avait tous les mêmes intérêts. Au début, les pays en développement disaient « bon, c'est un cauchemar », mais après, ils ont dit non seulement le changement climatique existe, mais nous en serons les premières victimes. Et c'est vrai. Pourquoi est-ce que les COP ne parviennent pas à réduire nos émissions? Non, mais parce que les COP ne peuvent pas réduire les émissions. Les COP sont des sortes de chambres d'enregistrement de ce qui se passe dans le monde. Les pays en développement, on ne les embarquera pas si on leur demande seulement la décroissance. Parce qu'eux, ils sortent dans la pauvreté, ils ont besoin d'un minimum de développement et ce n'est pas nous qui avons tout ce passé de pays développés et d'émetteurs qui allons leur dire « maintenant, vous n'avez pas le droit ». Il est clair que le problème climatique est de plus en plus perçu comme le problème numéro 1 de la planète. On ne peut pas imaginer que ça va être si simple. Parce que l'état du monde a changé depuis la première COP. Non, on dit « oh, voilà, qu'est-ce que ça apporte ?» Ça apporte rien. Malgré tout, ça pave le chemin. Tout ça pour ça. La COP26 s'est terminée sur un accord jugé mou, décevant et absolument pas à la hauteur de l'urgence climatique. Nous en sommes désormais à 26 COP depuis la première à Berlin en 1995, 26 années de négociations climatiques et pourtant, nos émissions mondiales de CO2 ne cessent d'augmenter. Alors peut-on vraiment gouverner le climat? Quelle est la réelle utilité des COP et quelles sont leurs limites? Comment améliorer ces processus et créer des mécanismes pour contraindre les pays à respecter leurs engagements pour limiter la catastrophe annoncée? C'est à toutes ces questions que nous allons répondre avec mon invité Ami Dahan dans ce nouvel entretien de la rubrique écologie de Blast. Ami Dahan, bonjour. Merci d'être venu sur le plateau de Blast en cette semaine post-COP26. Vous êtes mathématicienne, historienne des sciences et directrice de recherche émérite au CNRS. Et depuis une quinzaine d'années, vous étudiez les aspects scientifiques et politiques du changement climatique, mais aussi les enjeux géopolitiques et le système de gouvernance du climat. En 2015, vous avez publié avec Stéphane Eckhout « Gouverner le climat, 20 ans de négociations internationales », qui a été un ouvrage de référence, en particulier au moment de la COP21 à Paris. Vous avez vécu les COP beaucoup de fois de l'intérieur, depuis 2004 à peu près, jusqu'aux accords de Paris. Et vous avez récemment fait partie d'un groupe de chercheurs qui a observé la Convention citoyenne pour le climat. Avant de revenir sur l'histoire des COP et leur fonctionnement, j'aimerais vous demander quelles sont les leçons, le bilan personnel que vous tirez aujourd'hui de cette COP26 qui vient de se dérouler à Glasgow. Je dois dire que je n'étais pas sur place pour diverses raisons, en particulier d'accessibilité, de billets d'avion, etc., un peu à la dernière minute. C'était un problème pour beaucoup de personnes. Voilà. Mais il faut aussi dire que cette COP était assez facilement, pour la première fois, observable de loin, puisque beaucoup de choses étaient en ligne, étant donné la situation Covid, etc. Donc, j'ai suivi pas mal d'assemblées générales, etc., en ligne. Bon, bien sûr, j'ai lu beaucoup de choses. Et donc, cette COP, évidemment, son bilan est très mitigé, je dirais, pour ne pas utiliser le mot totalement décevant, parce que je n'étais pas déçue, je dois dire. Je m'y attendais, j'avais analysé et déjà dit à diverses reprises dans des tribunes, etc., dans les jours qui ont précédé, qu'on ne pouvait pas s'attendre, en particulier dans la situation internationale qui est la nôtre, aujourd'hui, avec des tensions géopolitiques assez grandes, etc. Et puis le fait que la plupart des pays n'avaient pas rehaussé ce qu'on appelle leur NDC, c'est-à-dire leurs engagements volontaires, bon, on n'allait pas s'attendre à des miracles. Mais, comme toujours, la COP, c'est aussi une atmosphère, un off, ce qu'on appelle un off, et il est énorme. Ce qui se passe à côté de la COP. À côté, dans les side events, dans les événements extérieurs, la société civile, les think tanks, les rapports, les énormes rapports qui arrivent de partout, qui ont été produits par des groupes de recherche, par des experts, etc. Donc, tout ça, c'est très important pour donner un peu l'idée de comment le problème avance dans la conscience internationale. J'ai eu le sentiment que pour la première fois, peut-être parce que c'était aussi une COP du monde d'après, après le Covid, de nouveau, après une interruption un peu, etc., et bien que pour la première fois, le problème était perçu vraiment comme un problème planétaire urgent pour la première fois. Un sentiment d'urgence partagé. Voilà, partagé. Et puis, tout le monde s'en occupe quand même. Alors, pas du tout avec l'urgence qu'il faut, pas avec la transparence qu'il faut. Chacun défend ses intérêts, etc. Mais voilà, c'était
je dirais que ce n'est pas le climato-scepticisme maintenant qui caractérise le problème. C'est fini, il est derrière nous, le problème est là, il est perçu comme tel, et maintenant, il y a des clivages dont on va parler, je pense, entre différents camps, à la fois au sein de la géopolitique et de la géopolitique du climat, en tant que tel, hein, parce que justement, une façon un peu naïve et fausse qui a été celle des 20 premières années, ça a été de considérer qu'on était tous ensemble pour sauver la planète et qu'on avait tous les mêmes intérêts. Eh bien non, on n'a pas tous les mêmes intérêts, malheureusement. Et ça s'est vu. Ça s'est vu largement. Et donc maintenant, on se rend compte qu'il faut composer les intérêts, arriver à négocier, faire des compromis et évidemment qu'il y ait des vigies du climat. Et il me semble, justement, qu'il y en a de plus en plus. Voilà. Alors, pour revenir sur ce que vous disiez, justement, sur le consensus scientifique, j'ai vu Valérie Masson-Delmotte à Glasgow, la climatologue, qui me disait que c'était la première fois que tous les négociateurs, tous les pays acceptaient le consensus scientifique du GIEC sur le climat. Et on a vu cette année que c'est la première fois aussi que tous les pays se sont alignés sur ces 1,5 degrés, ce qui n'était pas... non, c'était pas gagné du tout. Donc voilà, si on peut citer des avancées, il y a celle-ci. On va revenir sur tout ça, mais avant, j'aimerais qu'on puisse préciser un certain nombre de choses, parce qu'en fait, même si le mot COP s'est un peu imposé dans le paysage médiatique cette année et au courant des dernières années, c'est quand même un mot qui dit pas grand-chose à la plupart des gens. Donc, est-ce que vous pourriez m'expliquer ce qu'était l'objectif des COP à l'origine et comment est-ce qu'on est passé d'un système complètement différent dans les COP entre le protocole de Kyoto en 1997 et l'accord de Paris qui a inauguré une nouvelle ère de COP d'une certaine manière. Bien sûr. Alors, sans entrer dans trop de détails. Bon, vous savez que le processus, il commence en 1992, avec le premier sommet de la Terre à Rio. Et donc là, on décide de créer la Convention pour le climat, l'UNFCCC, la Convention cadre des Nations Unies. Et donc, cette convention, elle va réunir des conférences des parties de la Convention chaque année pour faire avancer le problème et essayer de le résoudre à l'échelle internationale. Et donc, la Convention, elle est créée en 1994, et comme vous l'avez dit, la première COP, c'est en 1995, et ensuite, il y en a eu chaque année, sauf l'année du Covid en 2020. Donc, voilà. Au début, ça part très vite, d'une certaine façon, puisque le protocole de Kyoto, il est signé 2 ans après, en 1997. Je vous rappelle qu'à ce moment-là, la Convention, dans l'idée de la Convention, c'était seulement les pays développés qui avaient historiquement la responsabilité du problème climatique, des émissions historiques, qui avaient des obligations. Et les autres pays étaient conviés à participer au COP, mais simplement pour se familiariser au problème. Il n'y avait pas d'obligation de réduction de leurs émissions. Aucune obligation. C'était ce qu'on appelait les pays de l'annexe 1 et contre les pays non annexe 1. Versus les pays non annexe 1. Et dans les pays annexe 1, c'était les États-Unis, l'Europe, l'Australie, le Japon, les pays développés. Occidentaux principalement, et puis quelques pays, voilà. La Nouvelle-Zélande aussi, et la Russie, bien sûr, qui sortait de cette période, d'une certaine façon, de désindustrialisation consécutive à la fin de l'Union soviétique. La négociation, et bien sûr, ce processus a été créé parallèlement au développement du GIEC, qui avait été créé en 1988, donc 2-3 ans avant, et qui ont commencé à rendre des rapports, et qui ont un rapport vraiment consubstantiel avec le processus des COP. Oui, j'ai réalisé une vidéo là-dessus pour montrer justement le lien entre les rapports du GIEC et les négociations climatiques qui sont vraiment intimement liées. Absolument. Et donc, la première décennie 90, on peut dire que ça avance relativement vite, on a l'impression qu'on va résoudre le problème. Et puis aussi, on a pris l'exemple sur le protocole de Montréal, qui avait été un succès adopté en 1988, qui était pour commencer à régler le problème du trou de la couche d'ozone, qui était un problème environnemental aussi important. Mais bien sûr, le problème de la couche d'ozone, c'est un problème qui est lié à un certain nombre de gaz, qui sont les hexafluorures de chlore. Et ces gaz qui sont dans les bombes à aérosols, finalement, c'est deux ou 3 gaz qu'on a pu assez rapidement remplacer par d'autres. Et les industriels avaient accepté
assez rapidement de oui, rien à voir avec notre addiction aux énergies fossiles aujourd'hui. Le problème des énergies fossiles. Or, le problème, le protocole de Kyoto et toute cette construction du problème dans les premières années du processus des COP, ça a été copié là-dessus. C'est-à-dire, on va rechercher un traité qui va être accepté par tout le monde. Tout le monde, ça veut dire les pays développés, à ce moment-là, seulement, et qui va donner pour chacun des réductions. C'est un certain fardeau qu'ils vont accepter et qu'ils vont assumer. Bon, d'accord, mais en fait, si vous voulez très vite, on s'aperçoit que les États-Unis ne sont pas du tout d'accord avec cette construction et ce cadrage du problème, parce qu'ils pressentent déjà que leur rival potentiel mondial, ça va être la Chine, et que la Chine, elle n'aura pas d'obligation, et elle est en dehors. Elle fait partie des autres pays non-annexeurs. Et donc, à ce moment-là, ils vont très rapidement annoncer, en 2002, avec l'élection de Bush, du deuxième Bush, qu'il se retire du protocole de Kyoto, alors qu'il l'avait signé, mais il ne le ratifie pas. Et à partir de ce moment-là, en disant aussi, pour aller vite, que le mode de vie américain n'est pas négociable. Oui. Donc le mode de vie américain n'est pas négociable. On ne veut pas pénaliser l'économie américaine si les autres n'ont pas d'engagement, etc. Et donc l'Europe reste un peu seule dans ce processus volontariste, parce qu'elle est la seule à avoir, avec le Japon et l'Australie, un certain nombre d'obligations, de réduction, pour 2020 par rapport à 1990, puisque c'est ça le premier cadre. Et il faut dire aussi que les pays en développement qui assistaient, comme vous dites, parce que c'était ça eh bien, ils étaient assez climato-sceptiques. C'est-à-dire, ils pensaient quand même que ce problème climatique, c'était très exagéré et qu'on leur avait fabriqué ça pour les empêcher de se développer eux, alors qu'ils y avaient droit. Et donc, oui, c'est vrai que ça, c'était une des grandes thématiques des premières COP, c'était le droit au développement de ces pays. Il faut se rappeler qu'en 92, au premier sommet de la Terre, l'idée, c'est l'apogée de la notion de développement durable. C'est-à-dire, voilà, vous avez le droit de vous développer, ne refaites pas les mêmes erreurs que nous, pays occidentaux, et on va vous y aider, on va vous donner de l'argent. En fait, on n'a pas donné d'argent du tout. Donc, ils se sont développés pour certains, pas tous, bien sûr, mais les émergents ont commencé vraiment à se développer et ils l'ont fait sur la même trajectoire extrêmement prédatrice et consommatrice, etc., que les pays occidentaux, enfin les pays développés du Nord. Et donc, voilà la situation. Et donc, à partir de 2002-2003, jusqu'à d'abord Copenhague, on continue à se dire, ça va continuer, en etc. 2009, la COP. Après, il y a la COP de Copenhague en 2009. C'est la première fois qu'il y a un président démocrate, donc Obama, qui arrive comme président de plein exercice. Et on croit que tout va changer, que ça va être... on va sauver le monde. Il y a eu beaucoup de choses de Copenhague, la COP de la dernière chance, un peu comme celle-ci, énormément d'attentes. Le même édito publié dans 50 langues différentes partout, etc. Et de fait, après, la déception totale, parce que Obama, qu'est-ce qu'il fait ? Il se réunit avec les Chinois dans des hôtels, etc. Et finalement, il n'y a aucun engagement qui est pris, rien. Et l'Europe est totalement humiliée, alors qu'elle a conduit, elle a été la bonne élève, elle présidait la conférence donc, de Copenhague, etc. Et voilà, donc c'est un grand échec. La seule chose, c'est un petit texte d'une page où on dit on va essayer de rester à respecter le seuil des 2 degrés. C'est à ce moment-là, d'ailleurs, un seuil que le Conseil de l'Europe avait adopté en 2004 et 2003, excusez-moi. Et donc, voilà, c'est une petite feuille volante, c'est rien de précis. Et à ce moment-là, vraiment, le processus a failli capoter complètement. Il a été sauvé l'année d'après à Cancun, par les pays en développement qui y tiennent, parce que c'est une arène à laquelle dans laquelle ils sont représentés, dont ils ont une voix. Ils ont l'impression qu'ils ont une voix comme les grands, et donc ils veulent que ça existe. Et la présidente mexicaine, qui est d'ailleurs devenue la présidente depuis de l'UNFCCC, Madame Espinosa, c'est là elle est apparue en pleine lumière. Elle a été très habile, alors que tout le monde en avait marre de ce processus qui durait déjà de 1995 jusqu'à 2010. On était en 2010 là, et qu'il ne donnait rien.
Ouais. Et elle l'a quand même sauvé parce qu'elle a compris que les pays en développement le voulaient. Et était très... Bon, et ensuite, là, je passe, mais si vous voulez, très lentement, on s'est dit qu'on allait changer de méthode. Donc, puisqu'on n'arrivait pas à avoir un traité, et effectivement un traité en plus avec les émergents et les autres, c'était encore plus difficile à obtenir, un traité qui donne des réductions, qui assigne des réductions aux uns et aux autres, c'était impensable. Donc on a dit, la démarche volontariste, par le bas, va peut-être mieux marcher. Elle était celle que souhaitaient. Et c'est celle qui a été entérinée aux accords de Paris. C'était celle que souhaitaient les Américains et les Chinois. Ils donnaient un signe très clair en 2014, quand Obama est allé en Chine, à Pékin, un an avant l'accord de Paris, et tout le monde a un peu convergé vers ça. Bon, alors, si vous voulez, c'est quelque chose, une démarche volontariste, encore plus, si on peut dire, où le hiatus entre ce qu'on fait et ce qu'on dit est encore plus grand, puisque finalement c'est volontaire. Parce que ce sont des engagements volontaires que les pays chacun dit des choses. Franchement, si on regarde les engagements volontaires de 2015, de l'accord de Paris, certains n'ont ni queue ni tête. Et ils ne veulent rien dire. Certains pays parlent, oui, ils aiment la nature, ils ont toujours protégé, ils ont telle philosophie de la nature, ils font du yoga, enfin n'importe quoi. Ah oui, mais vraiment, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Mais il fallait être inclusif, prendre tout le monde. Et c'est à ce moment-là, d'ailleurs, que les pays en développement pauvre ont imposé la mention du seuil de 1,5 degré. Et comme il fallait vraiment arriver à un accord général, on a accepté. Oui. Alors que beaucoup de gens n'y croyaient plus à ce moment-là. Et c'est intéressant de voir qu'à ce moment-là, ça a été accepté, mais même les scientifiques, ils n'y croyaient pas trop, etc. Mais ils ont travaillé au rapport l'année suivante, les 2-3 années suivantes. Vous savez qu'il y a eu le rapport du GIEC sur 1,5 degré qui est sorti en 2017, je crois, ou 2018, voilà, où il montre l'importance de chaque demi-degré. Et donc là... Bon, ça fait réfléchir aussi les dégâts pour chaque demi-degré qui s'aggravent, qui sont de plus en plus importants, etc. Et donc, voilà, par exemple, en 2021, cette année, à la COP26, c'était l'objectif des 2 degrés, d'habitude, dont on parlait. Là, cette fois, tout le monde parle des 1,5 degrés. Donc, et a envie de se raccrocher à ça. Parce qu'il y a aussi les petites îles qui disent, à 2 degrés, on disparaît, on est sous l'eau, nous. Et on veut exister dans 100 ans. Bon, donc ça mesure par certains côtés à la fois le hiatus entre la réalité et puis le discours des promesses, mais aussi la façon dont le problème est de plus en plus quand même appréhendé par les populations, les sociétés civiles, les ONG, etc., qui ont fait un boulot énorme. Parce que pour mesurer, si vous voulez, le chemin parcouru par les pays en développement pauvre, c'est vraiment grâce à l'alliance avec les ONG et les scientifiques dans ces COP, où il y a eu beaucoup d'exposés, de pédagogie, de travail d'explication, etc. Au début, les pays en développement disaient bon, c'est un cauchemar, mais après, ils ont dit non seulement le changement climatique existe, mais nous en serons les premières victimes. Et c'est vrai. Oui, et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui a été énormément mis en avant dans cette COP. Vous parlez dans votre ouvrage de cette question du schisme de réalité, c'est-à-dire le fossé entre la réalité du monde, de l'urgence, et ces bulles un peu des COP hors du monde. Moi, c'est ce que j'ai observé en étant à Glasgow, c'est-à-dire avec, à l'image des 400 jets privés qui sont arrivés, du greenwashing qu'il y a eu beaucoup avec des multinationales très polluantes qui étaient sponsors de la COP. Et finalement, on voit que cette déconnexion, elle participe à détruire la confiance dans ce processus. Aujourd'hui, il y a 6 ans, au moment de la COP21, donc on était sur une trajectoire de 3,5 à peu près, en mettant tous les engagements mis bout à bout. Aujourd'hui, selon les dernières estimations, on est vers un monde à plus 2,4 si les engagements à 2030 sont respectés et 1,8 si les engagements de neutralité carbone et à 2030 sont respectés. Donc tout ceci inclut le fait que justement ces promesses soient tenues. Finalement, on voit la différence entre le monde avec des promesses tenues et le monde avec les promesses non tenues. Pour le moment, les COP ne parviennent pas, comme je le disais, à réduire nos émissions de CO2. Comment est-ce qu'on remédie à ça, entre ce fossé, entre les belles annonces des COP et la réalité de la réduction des émissions dont on a besoin pour ne pas dépasser les 1,5 degrés qui serait finalement une condamnation à mort pour beaucoup de pays du Sud? Oui.
Alors, moi, je ne crois absolument pas aux promesses de 2030. Je n'y crois pas. C'est vrai que j'ai été surprise par le fait que, par exemple, l'annonce de l'Agence internationale de l'énergie qui a plutôt dit si toutes les promesses sont tenues, etc. C'est 1,8 et ça a été repris partout. Repris partout. Bon, c'est vrai que quand on voit que disait l'Agence internationale de l'énergie il y a 7-8 ans, c'était quand même une agence qui était garante de la fourniture de l'énergie pour tout le monde. Donc le pétrole, le charbon, etc. Elle a opéré un virage. C'est sûr, oui. elle est maintenant... cette année, elle a été appelé dans à une sortir situation schizophrénique. Et maintenant, elle a visiblement, elle promeut les renouvelables, elle fait des scénarios où elle essaye de montrer que chaque pays peut se reconvertir aux renouvelables. Alors pourquoi est-ce que les COP ne parviennent pas à réduire nos émissions ? Non, mais parce que les COP ne peuvent pas réduire les émissions. Les COP sont des sortes de chambres d'enregistrement de ce qui se passe dans le monde. Et donc, ce qui se passe dans le monde, c'est la Chine qui faisait des efforts, qui a quand même beaucoup investi dans les renouvelables et le nucléaire, mais qui ne renonce pas à ses intérêts économiques et à sa croissance énorme, et qui aujourd'hui refait fonctionner toutes ces mines de charbon pour que l'économie reprenne aussi vite que possible. C'est vrai aussi pour l'Inde, c'est vrai, etc. Donc voilà. Quant aux États-Unis, par exemple, qui disent au monde non, il faut subvenir, etc., il faut quand même se rappeler qu'eux aussi, ils sont devenus, dans les 10 ans qui viennent de s'écouler, la première puissance productrice de gaz de schiste et de pétrole non conventionnel. Ceci sous la présidence démocrate de Obama, pendant les 8 ans de cette présidence. Donc voilà, eux aussi, ils ne sont pas vertueux. Ils sont pas vertueux. Voilà, l'Europe est un petit peu plus vertueuse que les autres. Évidemment, on attend d'elle qu'elle ait un véritable plan unifié de transition énergétique, de renouvelables, etc. Bon, il y a le nucléaire dans certains pays qui va subsister, mais enfin, il faut véritablement sortir du charbon, faire surtout des plans de sobriété. Parce que la question, et c'est ça que je crois qu'en tant que un peu, je dirais pas expert, mais enfin bon, intellectuel qui travaille sur ces questions, je voudrais dire que moi-même, je prends ma responsabilité comme tous les autres. Nous avons été pour le moment incapables de contribuer à ce qu'émerge une vision du futur qui ne peut pas d'ailleurs venir que des intellectuels et experts, mais il faut qu'ils y contribuent aussi. Entre d'un côté la sobriété nécessaire et quand même le fait qu'on ne peut pas avoir une vision seulement décroissantiste pour les pays en développement. C'est pas possible. Les pays en développement, on ne les embarquera pas si on leur demande seulement la décroissance. Parce que eux, ils sortent dans la pauvreté, ils ont besoin d'un minimum de développement, et c'est pas nous qui avons tout ce passé de pays développés et d'émetteurs qui allons leur dire non, vous n'avez pas le droit. Donc, il faut aussi avoir des investissements importants dans les technologies alternatives. On ne peut pas avoir de phobie technique. Donc, moi, je reproche effectivement à une partie de mes amis écologistes d'ignorer trop cela et d'avoir une phobie technique. Donc, il ne faut avoir ni phobie technique parce qu'on a besoin d'alternatives. Il faut évidemment lutter contre l'idéologie, je crois, néolibérale de l'économie, des échanges partout, de l'ultra-consommation, de la dérégulation, ce qui nous a fichus dans le mur depuis les années 90, parce que les années 90 et première décennie du 21e siècle, c'est les 20 ans qui ont vu une explosion des émissions comme on n'avait jamais vu dans l'histoire. Oui. C'est-à-dire, depuis, on est sur cette trajectoire, mais le grand boost, ça a été la dérégulation économique des États-Unis, les néoconservateurs au pouvoir, les Anglais qui dérégulent partout, etc. Et cette idéologie de cela. Et donc, ça ne peut pas durer. Parce que ça, c'est contraire à la prise en main collective du problème. Je crois qu'il y a quand même beaucoup d'économistes qui, aujourd'hui, même s'ils ne sont pas totalement convaincus de tout, sont convaincus que ça ne peut plus durer aussi. Donc, des choses sur le prix du carbone, sur la taxe carbone, etc., ont besoin d'être discutées. Et finalement, dans les COP, il y a aussi des choses comme ça dont on mesure qu'ils ont avancé quand même.
Alors justement, c'est quelque chose moi, que j'ai beaucoup entendu en interviewant des manifestants à Glasgow, des membres d'associations qui me disaient les COP ne servent à rien. C'est quelque chose qui est beaucoup ressorti aussi dans les commentaires de l'audience de Blast. On imagine bien que c'est un peu plus compliqué que ça, mais du coup, quelle est la réelle utilité des COP aujourd'hui ? À quoi ça sert ? D'une certaine façon, je dirais que les COP, ça mesure l'état du monde. Il faut quand même voir que je crois qu'aujourd'hui, il est clair que le problème climatique est de plus en plus perçu comme le problème numéro 1 de la planète, collectif. Étant donné ce qu'on a dit ensemble, c'est que c'était un problème titanesque, le premier de l'histoire que la planète globalement doit affronter, on ne peut pas imaginer que ça va être si simple. C'est-à-dire que maintenant, on se rend compte qu'il y a une sorte de tournant, d'infléchissement de nos comportements, de nos modes de vie, de nos modes de produire. Donc, et ça ne va pas se faire facilement. Et donc, les COP, d'une certaine façon, c'est une chambre d'enregistrement de tout ça. Ça donne un écho de l'état des choses. Mais ça ne donne pas véritablement de direction. Alors, bien sûr, le secrétaire général de l'ONU, par exemple, a été beaucoup plus dramatique que les années d'avant. The announcements here in Glasgow are encouraging, but they are far from enough. Oui. Alors c'est le même, mais je crois que lui aussi, il est plus convaincu maintenant qu'il y a 5 ans. Oui, Antonio Guterres a dit nous sommes en train de creuser notre propre tombe, a appelé à la sortie des énergies fossiles. Exactement. Le président anglais de la COP, je crois qu'il était assez sincère quand il a été absolument effondré de la façon dont Chine et Inde, au dernier moment, ont infléchi la formulation pour dire on va face down plutôt que face out. Réduire le charbon plutôt que de supprimer. Mais en même temps, vous avez cité notre livre, eh bien nous disions en 2015 que le mot énergie et énergie fossile n'étaient jamais prononcés dans les COP, jamais. C'est-à-dire que... Mais ce qui montre leur déconnexion totale avec... Exactement, mais on n'en est plus exactement là depuis celle-ci. C'est la première fois. C'est la première fois qu'on dit il faudra sortir du charbon. Alors bien sûr que l'Arabie Saoudite, elle bloque. Oui. Bien sûr que l'Inde et la Chine bloquent parce qu'elles sont assises, ces deux énormes puissances au point de vue démographique et tout, sur des matelas de charbon. Ils n'ont pas d'autres. Alors, est-ce que c'est pas ça, justement, cet exemple-là montre les limites du multilatéralisme, cette nécessité de se mettre d'accord à 196 pays où chaque mot est négocié. Donc, on arrive forcément à des consensus mous. Et quand on sait que ces consensus mous sont derrière pas forcément respectés... Vous avez raison, mais en même temps, je vais vous dire, le multilatéralisme, c'est de toute façon ce qui nous reste avant de se faire la guerre. Donc, on pourrait considérer qu'il suffit d'être dans le G20. Et le G20, c'est 80% des émissions. Oui. Mais ça ne changerait rien. Est-ce qu'on va faire la guerre aujourd'hui, envahir la Chine pour l'obliger à sortir du charbon ? C'est impensable. C'est 1,4 milliard d'habitants ou 500 millions. Donc vous, on est obligé de continuer justement à avoir ce processus des COP pour que les pays travaillent ensemble et n'en viennent pas à se faire une guerre. Exactement. Puis il y a des coalitions qui s'organisent. Il y a par exemple des réseaux de villes qui sont nés des COP. Des réseaux, par exemple, des villes européennes, etc., qui essayent de s'épauler, je dirais, ou s'échanger des expériences pour devenir des villes durables, à consommation réduite, à émissions. Oui, Paris en fait partie. Paris en fait partie. Bon, ces échanges d'expériences, c'est issu des COP, ça, c'est quelque chose de positif. Aujourd'hui, je crois, moi, mon idée, c'était la négociation, elle ne peut pas se suffire des COP. Il faut qu'elle existe. Il faut qu'il y ait des arènes différentes à toutes les échelles, c'est-à-dire, bien sûr, souveraineté et même infra, c'est-à-dire dans les régions, etc. Il faut qu'il y ait des choses régionales. L'Europe en fait partie, mais pas seulement. Il peut y avoir les pays de l'Est de l'Europe, il peut y avoir en Asie tel regroupement, etc. Mais il y a aussi des accords sectoriels possibles. Par exemple, sur le ciment, sur l'aérien, sur l'acier. Donc, tout ça est compliqué. C'est-à-dire qu'il faut emprunter d'autres trajectoires pour le monde. Mais ça, c'est pas en une minute. Il faut agir partout, ça c'est sûr. Et moi, je suis très impressionnée par le fait qu'il y a eu apparition de plus en plus de ce qu'on peut appeler les vigies du climat. Oui. Donc, par exemple, au Conseil du climat,
Oui, alors justement, à la COP 26, il y a notamment Antonio Guterres qui a annoncé un groupe d'experts à l'ONU pour évaluer le sérieux des trajectoires de neutralité carbone. Parce qu'il y a beaucoup de pays comme l'Inde qui ont dit voilà, on va atteindre la neutralité carbone en 2070, c'est-à-dire ne plus arriver à zéro émission nette et avec aucun plan concret pour ça. Exactement. Et notamment, il y a aussi un réseau international donc, de 21 conseils indépendants pour le climat qui a été lancé pour augmenter leur efficacité à évaluer les engagements des gouvernements respectifs sur l'action climatique. Pour vous, ça, c'est des nouveautés Oui, ça me paraît très important parce que malgré tout, ce sont des gens qui ont une reconnaissance, c'est-à-dire d'intégrité, de lien avec les scientifiques, avec le diagnostic scientifique, avec la vérité des constats, les hauts conseils du climat. Donc, ils jugent. D'une certaine façon, ils portent des jugements sur les politiques climatiques des pays dont ils sont les hauts conseils. Et donc, voilà, si en même temps ils se mettent en coordination, ils échangent d'expériences, c'est-à-dire, voilà, la France a fait ceci, mais les Pays-Bas ont fait ça, par contre, le Chili a emprunté telle et telle trajectoire, a telle politique, intéressante, pas intéressante, etc. Donc là aussi, c'est quand même important. Et puis, la coordination de ces hauts conseils pourra avoir une parole aussi légitime. Bon, d'une part, il y a ça. Il y a aussi, comme vous le dites, le groupe de l'ONU, parce qu'en fait, dans l'accord de Paris, il y avait l'idée qu'il y aurait un processus dit de monitoring, de verifying, c'est-à-dire d'évaluation progressive mais ça ne se met pas en place, ça se met très difficilement en place. Donc, si ça ne peut pas se mettre en place entièrement au sein de la COP, que ça se fasse au niveau de l'ONU, des Nations Unies, bah, c'est très bien, parce qu'il faut que ça se fasse. Mais en même temps, si vous voulez, il faut aussi que les pays acceptent. Parce que si vous voulez, la Chine, pourquoi elle traîne des pieds sur ces questions ? Elle n'a jamais accepté qu'on envoie des experts chez elle vérifier ce qu'elle dit. Oui. Et de toute façon, même si les experts disaient elle ne nous dit pas la vérité, d'une certaine façon, qu'est-ce que vous voulez qu'on... Voilà, pour le moment, on ne se fait pas la guerre là-dessus. Donc, il faut l'amener à... faire le plus possible. C'est plutôt cette pression morale. Et elle-même, d'ailleurs, la Chine, comme d'autres, elle avait pris le lead, si vous voulez, de la coalition des pays en développement pauvre pendant toute la période entre 2002, justement, le retrait des États-Unis, jusqu'à l'accord de Paris. Mais ceci commence à tirailler. Là, on voit bien que dans la géopolitique du climat, enfin, en tout cas dans les COP, il y a plusieurs lignes de fracture. Les émergents ne peuvent plus être considérés comme des pays en développement pauvre parce qu'ils ont trop leurs propres intérêts d'énormes pays qui émettent de très gros émetteurs, qui vont être de plus en plus émetteurs, parce que l'Inde va être de plus en plus émetteur. Pour le moment, elle n'émet en gros à la hauteur de l'Europe. Par habitant. Au début, elle disait on a très peu, mais en quelques années, elle a quasiment atteint le niveau de l'Europe. Et quant à la Chine, évidemment, elle est beaucoup plus. Donc, qu'est-ce qui va se passer maintenant vis-à-vis de ces pays-là ? On voit bien qu'ils renaclent un certain nombre de choses dans le cadre des COP, et les pays en développement pauvre leur en veulent. Moi, j'ai mentionné à plusieurs reprises que j'avais assisté à un certain nombre de tensions entre le Bangladesh et l'Inde, par exemple, qui sont voisins, et qui disaient, nous, on souffre terriblement, parce que vous savez, avec le Bangladesh... Bien sûr, voilà, vraiment un des pays les plus affectés par exactement. le climatique. Ils disaient à l'Inde, parce que l'Inde a toujours été très, très, très difficile dans les négociations, depuis toujours. Elle a toujours dit, mais c'est les pays la responsabilité historique des autres, on ne va pas savoir, etc. Bon, maintenant, elle dit plus ça. Elle peut plus dire que ça, parce que le Bangladesh. Oui, parce que l'état du monde a changé depuis la première COP. Exactement. Ouais. Et puis parce que ces pays disent, mais attendez, nous, les classes moyennes de la Chine ou de l'Inde consomment par personne, enfin par habitant, par tête, autant que les habitants de l'Europe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a, pour 300 ou 400 millions d'Indiens ou de Chinois, un niveau d'émission qui est quasiment analogue à celui de l'Europe. Et donc, voilà, on ne peut pas dire que c'est rien et qu'on est un pays pauvre et c'est tout. Donc, on peut se réjouir que des gens sortent de la pauvreté, mais évidemment que ce problème de la sobriété, de comment les inégalités sociales vont... Parce que ça, c'est un problème qu'on n'a pas encore abordé, mais on ne peut pas imaginer que le monde va résoudre ce problème si les inégalités sociales ne sont pas aussi prises en main.
Ça, c'est quelque chose qui ressortait aussi beaucoup dans les manifestations à Glasgow, sur cette idée qu'il n'y aura pas de justice climatique sans justice sociale. Exactement. Et on peut imaginer, parce que comment voulez-vous dire à des gens qui ont des difficultés de fin de mois, de tas de problèmes, sacrifiez-vous, plus de voitures, plus de ceci, si pour eux, ils ont des problèmes de travail, ils doivent, etc. On l'a vu en France il y a 2-3 ans, c'est vrai partout, et c'est vrai en particulier aussi en Afrique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer qu'on va dire aux Africains ne vous développez pas du tout parce que c'est ce qu'on dit notamment, c'est que l'une des difficultés dans les COP, c'est que les pays négocient chaque mot parce qu'ils vont devoir aller vendre ensuite ce qu'ils ont acté à la COP au niveau national et donc potentiellement se retrouver avec des... Exactement. Donc, c'est vrai que c'est un problème très difficile. Donc de ce point de vue-là, le bilan de la COP26 n'est vraiment pas mirobolant, au contraire. Sur la question des finances, par exemple, il y a eu très peu de solidarité avec les pays du Sud. Ces fameux 100 milliards par an qu'on promet depuis 2009. Oui, depuis 2009 et qui ne seront pas versés avant 2023. Exactement. Et franchement, alors que, il y a beaucoup d'argent qui a été donné à divers moments. Et puis, dans la crise du Covid, on a vu que quand on veut en sortir, on en sort. Donc là... mais je disais qu'il y a eu un rapport sur lequel une de vos collègues journalistes, Anne Tesna, m'a attiré mon attention, qui montre que les pays du G7 investissent 2 fois plus d'argent. Et les murs... les murs pour protéger les frontières, plutôt que dans le Sud pour les aider à se dans leur transition écologique au niveau Exactement. national. Oui, mais pour le climat, je parlais. Oui, bien sûr. Évidemment, pour le climat. Ça veut dire que voilà, les migrants sont perçus comme... Bon, avant tout, on les laisse là, mais on ne résout pas le problème qui va faire qu'on en aura de plus en plus. Parce que le climat, c'est bien ça. Les désastres climatiques, le problème des événements extrêmes, etc. On sait, d'après toutes les études qu'on a, que ça va générer des centaines de millions de migrants climatiques, de réfugiés climatiques. Donc, 250 millions. Exactement. Donc, voilà. Alors, donc, finalement, quels sont les mérites, s'il devait y en avoir, de ces négociations climatiques, ces grandes messes sur le climat? Moi, j'ai réalisé récemment un reportage pour Blast sur la COP26. Mon parti pris, c'était que, finalement, ces COP, et cette COP26 en particulier, avaient permis de mobiliser la société civile, l'opinion publique, parce qu'il y a eu beaucoup de médias aussi, et permis à la société civile de structurer, puisque ce sont des personnes de partout dans le monde qui se sont retrouvées en un même endroit. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça? Moi, j'ai toujours dit, nous avons toujours dit, mais ça, même avant, parce qu'à Copenhague aussi... Donc pour vous, c'est pas nouveau Ah non, enfin là, si vous voulez, c'est vrai que c'était la première fois depuis 5 ans, c'était important que ça existe, que la gouvernance climatique montre qu'elle vit toujours, malgré la crise du Covid, malgré plein de choses. Voilà, elle était quand même vivante, il s'est passé quelque chose, les gens ont voulu aller là, et donc ça c'est quand même bien. Ça montre une vitalité, et puis ça montre que voilà, la société civile, la jeunesse, évidemment, est particulièrement mobilisée, et qu'elle continue à l'être, et elle veut l'être de plus en plus. Et donc ça me paraît important. C'est-à-dire, maintenant, on dit « Oh, voilà, qu'est-ce que ça apporte ?» Ça apporte rien. Malgré tout, ça pave le chemin. Et donc, les insuffisances sont mises en évidence par tous. Les lacunes, parce que même les entreprises, si vous voulez, il y a eu bien sûr beaucoup de greenwashing, il y a eu pas mal d'entreprises mais il y a aussi les entreprises qui veulent mettre de l'argent, les entreprises qui, par les régulations, enfin les lois dans chaque pays, vont être obligés de faire un certain nombre de choses, par exemple chez nous en France, etc. Et c'est vrai que c'est l'une des premières fois aussi, justement, dans cette COP, qu'on a vu ces acteurs non étatiques être vraiment présents. Exactement. Enfin, non, ils étaient là avant, mais là, c'est de plus en plus. Mais là, c'était très fort. Donc, bien sûr, on a envie de se dire, les lobbies des fossiles, on ne peut pas les voir. Parce que, voilà. Pourtant, c'était les plus représentés. C'est vrai que c'était les plus représentés. Mais il y a certainement d'autres aussi entreprises qui étaient là, pas seulement, qui vont être obligées d'agir par leur législation nationale, par l'action aussi des sociétés, parce que les sociétés vont exiger des choses, et de plus en plus. Et puis, par exemple, si vous voulez, par exemple, ce qui s'est passé, l'accord sur les forêts, tout ça, c'est des choses importantes. Regardez un Bolsonaro. Bolsonaro, il a été disqualifié à l'échelle mondiale
par le processus des COP aussi. Le peuple brésilien a été quand même sensible à la façon dont Bolsonaro a été disqualifié à l'échelle internationale par sa bêtise. À la fois, il y a eu le Covid, mais aussi sur la question climatique. Donc, si vous voulez, maintenant, il y a une sorte de... On est à la fois un petit monde, notre planète est petite par certains côtés, tout circule, tout se sait, etc. Et donc, ces COP, c'est quand même une vitrine de ce qui se fait, de ce qui devrait se faire. Et quand les pays ne sont pas à la hauteur, ça finit par se... Voilà. Alors, ça ne suffit pas. Bien sûr que ça ne suffit pas. Il faut que ça se passe aussi dans chaque pays, dans chaque nation, etc. Et qu'il y ait des accords aussi. C'est pour ça que moi, le nucléaire en France, cet engouement terrible pour le nucléaire, ça ne me satisfait pas, parce que je me dis, finalement, on doit être des partenaires de l'Afrique, parce que nous sommes, étant donné notre place géographique, notre tradition historique de relations avec les pays africains. Or, les pays africains ne vont pas se couvrir de centrales nucléaires. Par contre, avoir une bonne industrie des renouvelables, à coopérer avec eux, à installer chez eux, etc., ça, c'est très important. Et si on n'a que des centrales nucléaires, des EPR dans 15 ans, ça ne va pas le faire. Alors justement, dernière question sur cette après COP26, quelle serait pour vous finalement la situation idéale dans les prochaines années pour être sûr qu'au niveau international, il y a une réelle action sur ces questions et qu'on puisse éviter au maximum justement ce réchauffement climatique qui est pour le moment autour de plus de 2,4 degrés. Ben oui. D'abord, je sais que c'est une question à 1 million, mais... Bien sûr, c'est une question difficile. Moi, je reste quand même attachée à l'idée que l'Europe, en tant qu'un marché énorme, quand même, parce que c'est vrai que chaque pays seul doit faire son devoir, entre guillemets. Et c'est-à-dire qu'on a beau, la France, nous, ne représenter qu'1% des émissions, eh bien, on doit quand même réduire nos émissions, et ce n'est pas une raison pour dire ça se passe ailleurs, etc. Mais je crois quand même que, au niveau stratégique de la géopolitique du problème, c'est l'Europe qui est quand même une force de négociation et d'action politique quand même plus importante que notre seul pays, la France. Or ça, évidemment, on n'a pas paru extraordinairement, je dirais, uni oui. et très offensif dans cette COP26. Ça fait partie des points négatifs de cette COP26. Parce que l'Europe, quand on suit son histoire dans ce problème, il y a eu des moments où elle a été vraiment très, très volontariste, elle a avancé des choses, elle a fait avancer la question du climat. Mais là, elle était un peu... Alors, je ne sais pas si c'est lié, bien sûr, aux élections allemandes, au fait qu'on est encore sans gouvernement vraiment allemand. Mais elle n'a pas été à la hauteur, je dirais, de cet enjeu d'une COP, 5 ans après l'accord de Paris, etc. Et ça, c'est très regrettable. Il faut le souligner, il faut le dire, il ne faut pas que ça dure. Il ne faut pas que ça dure, parce que là, je crois que c'est très important. Et puis, on sait bien sûr que la Chine, elle a toujours cherché à... si l'Europe est entre les États-Unis et la Chine, et je crois que dans le problème climatique, il faut qu'elle garde son unité propre, parce qu'elle a toujours été moins émettrice, elle n'a pas la même histoire au point de vue des infrastructures, voilà, elle a déjà fait sa densification, voilà, il y a pas, le mode de vie européen est relativement économe. Évidemment, il doit l'être davantage, plus de sobriété, etc. Mais enfin, ce n'est pas l'exemple des États-Unis. Donc, il faut que ça continue, ça. Et on sait bien que la Chine, elle cherche à déstabiliser aussi l'Europe en faisant des actions directement avec les pays, les uns individuellement, etc. Et ça, il faut que l'Europe réagisse à ça, beaucoup. Je crois que sur cette question de géopolitique, y compris aussi dans les relations avec les pays du Sud, il y a une tradition quand même de l'Europe, bien sûr il y a un certain nombre de pays coloniaux, colonisateurs, anciens pays colonisateurs, mais aujourd'hui, cette relation avec les pays du Sud, l'Afrique, une partie de l'Asie, etc., l'Europe doit se dire que, et c'est pour ça que je suis particulièrement ulcérée par cette question des migrants, cette façon, ça a d'occulter tous les autres problèmes, en particulier en France.
Oui. C'est fou, quoi, ce qui se passe en ce moment. Et ça ne peut pas durer. Ça ne peut pas durer. Bon, je ne vais pas vous donner une recette miracle, mais je crois que il me semble que, par exemple, en France, si on disons un mot de la période qui va s'ouvrir pour nous, une période politique ou une période de choix pour des années à venir, il faut que le climat, selon moi, soit un des problèmes centraux du devenir. Bien sûr, pas le climat seul, le climat, comme vous dites, comme on l'a dit, associé à un projet social de réduction des inégalités et de sortie de l'idéologie néolibérale avec une maîtrise des régulations, une maîtrise des questions de développement, etc., et une sobriété de consommation, avec aussi, bien sûr, une réindustrialisation, enfin, moins d'échanges. Plus, que la France puisse montrer l'exemple, en fait, aussi au niveau international. Voilà. Et voilà. Mais que ça soit l'objet d'un débat. Politique, que ça structure le débat des élections présidentielles, par exemple. Bon, là aussi, on peut rêver. On peut toujours rêver, oui. Merci beaucoup, Ami Dahan, d'être venu sur le plateau de Blast. C'est la fin de cet entretien. J'espère qu'il vous a permis de mieux comprendre les négociations climatiques. Vous trouverez, comme d'habitude, tous les liens pour aller plus loin sous la vidéo. S'il vous a été utile, n'oubliez pas de le liker, de le partager sur vos réseaux sociaux et de vous abonner à la chaîne YouTube de Blast. Si nous pouvons réaliser des entretiens comme celui-ci, c'est grâce à vos dons et vos abonnements. Alors, pour nous soutenir, rendez-vous sur blast-info.fr. À très vite sur Blast.